lors de cette troisième séance, ce qu'on a vu jusqu'à présent. On s'est arrêté sur la définition du terme droit. On a donné deux significations différentes. Donc, on a essayé aussi de voir les sous-bassements de ces significations. Alors, le droit, ou bien les droits, sont l'ensemble des prérogatives du citoyen dans un état de droit. Ça veut dire l'ensemble des prérogatives dont on peut jouir et découlent de nos libertés principales. Donc, le droit à la vie, le droit au travail, le droit à la liberté d'expression, un ensemble de droits. Et que l'État ne doit exister et a comme justification d'exister de mieux permettre aux citoyens de jouir de leurs droits et d'exercer leur liberté. Et pour ce faire, il a besoin d'un ensemble de recommandations, d'un ensemble d'obligations, d'un ensemble de règles. Alors, cet ensemble de règles, c'est ce qu'on appelle le droit aussi. Et on a le terme droit qui renvoie aux deux significations, parce qu'on suppose qu'il ne peut y avoir de droit, ça veut dire règles, obligations, que pour mieux satisfaire les droits, ça veut dire prérogatives. Et pour les distinguer, on a ajouté d'autres compléments, donc c'est le droit subjectif et le droit objectif. Alors le droit subjectif, c'est l'ensemble des prérogatives, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles. La logique des choses suppose qu'on doit d'abord connaître les droits subjectifs avant d'étudier le droit objectif. Mais pour une question de méthodologie, on préférera commencer par le chapitre droit objectif avant de se pencher sur les droits subjectifs. D'accord ? Alors, le droit objectif, on l'a défini comme étant l'ensemble de règles. Alors, mais toutefois, il y a lieu de... On a rajouté encore un terme et il ne faut pas se fier au terme. On a dit que chaque terme peut engendrer un concept. Et un concept, c'est une histoire, c'est une signification, c'est un contexte, c'est un paradigme. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par règle ? Qu'est-ce que c'est qu'une règle pour vous ? Oui ? Qui a une règle? Vous avez une règle? Non? C'est une règle, non? Vous connaissez cette règle? Pourquoi on l'a appelée règle? Oui? Ça vient du verbe régler. Il permet en géométrie, sur un espace euclidien, de régler les mesures, de tracer deux droites parallèles, d'aligner deux points, donc ou bien de faire une droite entre deux points. C'est ça. Donc, alors, cet instrument est appelé communément en géométrie ou bien dans les études scolaires règle, parce qu'il a une fonction de régler les mesures, de calculer l'espace entre deux points, plutôt la distance entre deux points, de tracer une ligne droite. Alors, et là, le mot règle ici en droit, il a presque la même fonction. Là, on n'est pas en géométrie, on est dans une société et on aimerait ajuster les relations entre les individus. On aimerait établir un ordre. Au lieu d'établir un ordre entre des points, on va établir un ordre social. Alors la règle de droit, c'est quoi? C'est un instrument juridique pour l'établissement et le maintien d'un ordre social.
retenez la définition. Je vais écrire. Alors, la règle de droit. La règle de droit est un instrument juridique qui a une finalité. Alors, est un instrument juridique permettant l'établissement et le maintien d'un ordre permettant l'établissement et le maintien. On doit établir un ordre donné et on doit le maintenir. Bon, on va entrer un peu dans un débat de sociologie juridique. Est-ce qu'on établit un ordre ou bien on standardise la coutume sociale? Pour l'établissement et le maintien d'un ordre social, et vous notez et ou économique. On va y revenir. Et ça peut être les deux à la fois, ça peut être un deux, ça peut être et ou économique. D'accord? D'un ordre social et ou économique. D'accord? Alors ainsi défini, donc la règle de droit n'est pas quelque chose de difficile. Alors ça serait une recommandation, ça serait en général c'est un instrument, ça serait un ordre. Pourquoi? Pour établir un ordre social. Oui? D'accord? Alors cette règle de droit a des spécificités. Le droit est un ensemble de règles qu'on appelle les règles de droit. On va essayer de les définir et de les caractériser. Alors la règle de droit est définie comme étant un instrument juridique pour l'établissement et le maintien d'un ordre social ou économique, ou les deux à la fois. Et elle a des caractéristiques. Qu'est-ce qui distingue la règle de droit des autres règles? Et là maintenant on serait en train donc de spécifier et de comparer. Oui? Alors, se pose donc la question, quelles sont les caractéristiques de la règle de droit? Écrivez donc notre section paragraphe pour aujourd'hui, c'est les caractères de la règle de droit. Les caractéristiques de la règle de droit. Alors, si on veut caractériser la règle de droit, ça veut dire qu'il y a d'autres règles. Quelles sont les autres règles, à votre avis? Lorsqu'on dit règle de droit, il y a aussi règle de... Oui? D'économie, peut-être, oui. Si on considère le droit comme étant une discipline, il y a des règles en économie. Oui, il y a des règles en mathématiques, il y a des règles en psychologie. Mais là, pour l'organisation de la société, comment s'organise une société? À travers des règles de droit seulement? Des règles de l'État? Oui? Pourquoi vous êtes là? Vos comportements au quotidien, est-ce que c'est seulement parce que la loi vous oblige d'être ainsi? Pourquoi vous n'insultez pas vos camarades? Pourquoi vous aidez vos voisins? Est-ce que c'est parce que la loi vous y oblige? Oui? C'est humain, oui. C'est éthique. C'est oui, pour avoir de l'estime dans la société. Oui, donc dans une société, il n'y a pas seulement que la règle de droit. Alors j'aimerais bien préciser cela. Donc on est en train de voir la règle de droit comme règle parmi d'autres. Donc dans une société, on a dit que la règle de droit est un instrument pour le maintien
et l'établissement et le maintien d'un ordre social. Donc dans une société, il y a plusieurs règles, ce qu'on appelle les règles de la conduite sociale. Vous retenez les règles de la conduite sociale. Nous sommes gouvernés par plusieurs règles. Des règles qui parviennent de notre religion, par exemple. Même si l'usure est licite, l'usure bancaire est licite, est légale, mais plusieurs Marocains ne veulent pas faire un prêt bancaire parce que c'est illicite. Juridiquement, en droit, c'est légal, mais la religion l'interdit. Et plusieurs choses que la religion interdit, la loi le permet. Plusieurs choses que la religion permet, la loi l'interdit. Sauf condition, la polygamie. Vous savez ce que c'est? Alors, donc il y a des règles religieuses, il y a des règles de droit. Aussi, donc on n'est pas seulement gouverné dans notre société par le droit, mais par aussi la morale. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas conforme à ma morale, parce que ce n'est pas bien, parce que ça serait mal jugé par la société. Ce n'est pas interdit, mais ça serait mal jugé donc par la société, donc par la morale. Il y a l'éthique. On est plus gouverné par ces questions religieuses, morales, mœurs, éthiques que par la règle de droit. Et on est même parfois amené à violer la règle de droit parce que notre morale dit autrement, bien parce que on est aussi gouverné par l'intérêt personnel. Donc la conduite sociale ou bien la société est gouvernée par plusieurs règles, pas seulement la règle de droit. Mais ce qu'on va étudier, c'est la règle de droit. Mais il y a lieu de la distinguer des autres règles de conduite sociale. On les appelle ainsi les règles de la conduite sociale, à savoir les règles religieuses, les règles de la morale, de l'éthique, de la justice, de l'équité. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas interdit par la loi, mais ce n'est pas juste. D'accord? Oui? Bon. Donc, ainsi parlé, il y a lieu de distinguer la règle de droit. La règle de droit se distingue par un ensemble de caractères. Et on parle des caractéristiques, des caractères de la règle de droit. Alors ces caractères-là, on va les voir dans deux distinctions, dans deux façons de classification. Si vous vous rappelez, donc le savoir et la compréhension et la classification. Certains auteurs regroupent en trois caractéristiques, à savoir la règle de droit est générale, abstraite et coercitive. La règle de droit, donc on peut dire ainsi, la règle de droit est une règle générale, abstraite et coercitive. Coercitive, je vais noter. Alors, la règle de droit est une règle générale, une règle abstraite, c'est une règle coercitive. Est-ce qu'on entend dire par ces termes? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par général? Il est appliqué par tout le monde, oui. Et s'adresse à tout le monde. Il est appliqué sur la majorité, c'est ça? Oui. Elle régit la vie des personnes dans une société donnée. Alors, ce qu'on entend dire par le caractère général de la règle de droit, oui? Oui, il est appliqué sans discrimination entre
les sujets de droit entre les personnes assujetties à cette règle. Alors, ça c'est une conséquence. La règle est générale, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à une situation juridique plutôt qu'à une personne concrète. Retenez, donc, la règle générale, donc, on le ressent à travers sa formulation et à travers ses applications. Lorsque je dis toute personne est tenue d'honorer ses engagements, alors est-ce que là j'ai déterminé une personne précise? Alors toute personne, tout un chacun doit établir telle ou telle règle. Alors là, on s'adresse à une situation générale. Donc chaque personne qui se trouve dans cette situation est obligée d'appliquer la règle. Donc la règle, elle est générale dans un sens où il s'adresse à une situation juridique et non pas à une personne déterminée ou à un groupe déterminé. Toutefois, cette généralité reste à concevoir dans une autre dimension. Parce que généralité, ça ne veut pas dire tout le monde. Il se peut que la règle de droit s'adresse à une catégorie de citoyens tout en gardant son caractère général. Lorsque je dis par exemple, lorsque le législateur dispose, tout commerçant doit tenir une comptabilité. Est-ce que là, on est dans une règle spéciale ou bien générale? On est toujours dans le caractère général de la règle parce qu'il s'adresse à tout commerçant. Oui, bien sûr, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous n'êtes pas commerçant, mais vous êtes obligé d'appliquer la règle si vous voulez devenir commerçant. Alors, une fois qu'on est dans la situation juridique commerçant, on doit appliquer la règle. La règle est toujours générale parce qu'il s'adresse à une situation juridique et non à une catégorie nominative de personnes ou autres. D'accord? Alors, c'est ce qu'on entend dire par le caractère général. On le ressent donc à travers les propos, la formulation. Tout un chacun, toute personne, tout citoyen, ou bien dans la... D'accord? La deuxième caractéristique, c'est l'abstrait. Alors, comment peut-on définir abstrait? Ce qui est abstrait, c'est... Oui, quelque chose qui parvient à l'esprit, mais qu'on ne voit pas concrètement. Et généralement, on avait dit la dernière fois, au niveau de l'apprentissage, on passe du concret à l'abstrait. Alors, au primaire, on va dire une craie plus une craie, c'est 2 craies. Un stylo plus un stylo, c'est 2 stylos. Ça, c'est le concret. Mais lorsqu'on dit dans l'abstrait mathématique 1 plus 1 égale à 2, ça peut être un étudiant plus un étudiant, donc on est dans l'abstrait. Alors, pareil, donc la règle générale est abstraite, donc elle s'adresse à une situation fluctuelle, à une situation juridique fluctuelle, et non pas à une personne en elle-même. Pour mieux illustrer, lorsqu'on distingue par exemple la règle de droit d'une décision juridictionnelle. Décision juridictionnelle, ça veut dire une décision juridictionnelle. Ça veut dire une décision d'une juridiction. Une juridiction, ça peut être un tribunal, une cour d'appel ou bien la cour de cassation. On y arrive petit à petit. Vous connaissez le tribunal, d'accord? Alors, le tribunal, les juges, ils vont décider. Ou bien, ils vont juger selon le degré où ils décident. Petite parenthèse. Dans les juridictions, on a plusieurs degrés. On a des juridictions qu'on appelle de première instance et on a les cours d'appel et la cour de cassation. Le juge en première instance, il juge. Ce qu'il prononce, c'est un jugement. Le même prononcé, s'il est au niveau de la cour d'appel, on l'appelle une décision et non pas un jugement. Alors, jugement pour les tribunaux de première instance. D'accord? Décision pour cour d'appel ou cour de cassation.
Alors maintenant, lorsque le juge, bon, on a la règle. Celui qui brûle un feu rouge, tout automobiliste qui brûle un feu rouge est passible d'une amende de 700 dirhams. C'est une règle. D'accord? Maintenant, on est devant le juge. Monsieur Nasseri, vous avez brûlé un feu rouge. Oui, monsieur, le juge. Donc, je décide que vous payez 700 dirhams. Là, c'est une décision. Alors, cette décision, elle est concrète. Elle concerne monsieur Nasseri, d'accord? Donc là, on est dans le concret. On a appliqué la règle à ce monsieur. Mais dans l'abstrait, tout automobiliste, ça veut dire la situation juridique. Ça peut être X ou Y ou 2. 1 plus 1 est égal à 2. Lorsque je concrétise, une craie plus une craie, ce sont 2 craies. D'accord? Alors, la règle de droit est une règle abstraite, ça veut dire qu'elle s'adresse d'une façon non concrète, indéterminée à une situation juridique et non pas à une personne. Alors le juge, lorsqu'il applique la règle, donc il va être dans le concret et dire que monsieur X ou Y est passible d'un an d'emprisonnement par exemple. Là on est dans une décision nominative concrètement en appliquant la règle de droit. D'accord? Oui. Troisième caractère, c'est la règle de droit est coercitive. Alors coercitive, ça veut dire, qui connaît le terme? Alors oui, qui a lieu à la coïncidence. Coïncidence, coercition. Je ne vois pas le lien, sinon vous me donnez plus d'explications. Voilà. La coercition, c'est le fait d'utiliser la contrainte pour l'application. Et coercitive, ça veut dire qu'elle est assortie d'une sanction. Ce que je veux dire, brûler un feu rouge est passible. Si vous ne respectez pas la règle, vous allez être sanctionné par une amende. Si vous ne respectez pas la vie des autres, vous serez passible d'un emprisonnement. Si vous ne respectez pas la vie privée des autres, vous serez passible d'un emprisonnement et d'une amende. D'accord? Alors là, la coercition, ça veut dire la contrainte exercée lors de la violation d'une règle de droit. La règle de droit coercitive, ça veut dire qu'elle est toujours assortie d'une sanction. Et là, on va voir, donc il y en a différentes sanctions, sanctions civiles, sanctions pénales, donc ainsi de suite. Alors cela dit, donc on a 3 caractéristiques principales de la règle de droit. Elle est générale, elle est abstraite et elle est coercitive. D'autres auteurs préfèrent faire un autre classement de ces caractères de la règle de droit qui n'échappe pas pour autant à ces classifications. On parle du caractère général toujours. La règle de droit est permanente. La règle de droit est obligatoire. La règle de droit a une finalité sociale. Alors, classification première. Classification deuxième. Alors, cela dit, on est en train d'illustrer notre processus d'apprentissage à travers la capacité d'aboutir à plusieurs classifications. Oui? La règle de droit est générale. On peut y ajouter donc un personnel. Et j'illustre plus d'exemples. Lorsque je dis par exemple, il se peut que la règle de droit s'adresse à une personne, tout en sauvegardant son caractère général. Lorsque je dis par exemple, le doyen de la faculté a l'obligation de présider, ou bien préside le conseil
de la faculté. C'est une règle. Mais elle s'adresse à qui? Elle s'adresse au doyen de la faculté. Mais elle s'adresse à une personne. Est-ce que c'est une règle générale? Non. Ah oui, elle est générale. Parce que même s'il s'adresse à une personne, mais il s'adresse à une personne dans une situation juridique. Le doyen de la faculté, ce n'est pas monsieur X ou Y. Ça peut être un de vous un jour. Donc il s'adresse à l'institution et non pas à la personne. Donc c'est une règle qui gère, ou bien qui organise, donc, qui régit la situation juridique doyen de la faculté, ou bien chef du gouvernement. Le roi doit nommer. Donc le roi, ça peut être Mohamed VI, ça peut être Hassan III, ça peut être Hassan II. Donc il s'adresse à la situation juridique. Donc il peut donner illusion que c'est une règle personnelle, non. C'est une règle générale, parce qu'il s'adresse à la situation juridique. Tout un chacun de nous qui sera un jour chef du gouvernement, il sera assujetti aux règles qui concernent le chef du gouvernement, oui ou non? Donc il ne s'adresse pas à la Tmani ou bien à Ben Kiran, il s'adresse au chef du gouvernement, à la situation juridique. Donc lorsqu'on dit général, ça ne veut pas dire tout le monde ou bien toute la catégorie, ou bien ça veut dire une situation juridique. Donc la règle, le droit est une règle générale, impersonnelle. Donc, le jugement, la décision, elle est personnelle. Oui? La règle de droit est permanente. Alors là, ça peut être une caractéristique comme ça peut être une conséquence. Parce que lorsqu'on adopte une règle de droit, elle est adoptée pour durer dans le temps, jusqu'à son abrogation. Notez le terme abrogation. L'extinction de la règle de droit, on l'appelle abrogation. On va l'expliquer par la suite, mais c'est le terme qu'on utilise. Donc, le droit est une terminologie, s'il vous plaît. Retenez les termes. Alors la règle de droit, une fois adoptée, ça veut dire entrer en vigueur, ça veut dire une fois entrée en vigueur, elle a tendance à s'appliquer continuellement dans le temps, d'une façon permanente, jusqu'à ce qu'on la remplace par une autre règle. Donc là, on dit que la règle de droit est permanente. Ça veut dire qu'on ne peut pas se trouver dans un laps de temps où il n'y a pas de règle de droit. Même si on est dans l'état d'exception, par exemple, donc ça serait à travers une règle de droit. L'état d'exception? Je parle chinois. Oui, alors, je sais que ce sont des notions juridiques où vous ne connaissez pas. L'état d'exception, c'est lorsque, en cas de guerre, par exemple, on déclare qu'on est en état d'exception, donc on ne va pas attendre le Parlement pour se réunir, pour voter le budget, pour décider qu'on doit acheter des F-16. Donc on est dans état d'exception, donc c'est le roi avec son cabinet qui vont constituer le gouvernement, le pouvoir exécutif en général, pour décider rapidement et efficacement pour le bien-être de la nation et sa sécurité. En Égypte, lorsqu'il y avait par exemple les manifestations, on a déclaré l'état d'exception. Ça veut dire on va suspendre l'application des règles et des procédures normaux pour donner le pouvoir au conseil militaire qui va gérer la situation. Mais là, l'état d'exception aussi, cette situation qu'on appelle état d'exception, et s'applique à travers une règle de droit. C'est la Constitution qui détermine quand est-ce qu'on est dans un état d'exception et qui va détenir le pouvoir dans une telle situation. Oui. Alors, la règle de droit est permanente, donc elle a tendance à s'appliquer durablement, continuellement, dans le temps. La règle de droit est obligatoire. Et donc ça rejoint le vocable coercitif. Obligatoire, ça veut dire il doit être appliqué. Et le propre de l'obligation, c'est la contrainte, c'est la coercition. Si vous n'appliquez pas, vous serez sanctionné. S'il n'y a pas de contrainte,
il n'y aura pas donc de règle de droit. Donc le propre de la règle de droit, c'est cette obligation. Alors la règle de droit est obligatoire, on le ressent à travers sa formulation et à travers les conséquences de la non-application. Comment on le ressent à travers sa formulation? Donc tout commerçant doit tenir une comptabilité. Alors là, on est dans un ordre. Et il est interdit de. Alors c'est une interdiction. Alors une obligation, donc ça se ressent à travers les termes utilisés dans les dispositions juridiques. Donc on trouve des ordres, on trouve des interdictions, on trouve des recommandations, on trouve des obligations. Donc c'est ce qui fait le caractère formel, ou bien le volet formel du caractère obligatoire de la règle de droit. Et substantiellement, si on n'applique pas, on est sanctionné. Donc le propre de la règle de droit est l'obligation assortie d'une sanction en cas d'inapplication. Et c'est ce qui diffère généralement la règle de droit des autres règles de conduite sociale. Parce qu'on vous dit, la prière est obligatoire. C'est un ordre. Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salat. Oui, c'est aussi un ordre. Donc, aux croyants, faites vos prières. C'est un ordre. Comme la règle de droit dit aux commerçants, ou bien tout commerçant, il faut tenir une comptabilité. Mais si vous ne faites pas votre prière, est-ce qu'il y a un policier qui viendra vous infliger une sanction? Ben non, la règle religieuse n'est pas obligatoire. Mais la règle de droit, oui. S'il y a une inspection et que vous ne présentez pas vos documents comptables, vous serez sanctionné en tant que commerçant. D'accord? Alors on va faire par la suite l'opposition de la règle de droit aux autres règles de conduite. Restons maintenant dans les caractères de la règle de droit. Donc la règle de droit est obligatoire, la règle de droit est permanente, la règle de droit est générale, la règle de droit a une finalité sociale. Et je préfère cette classification parce qu'il nous permet aussi de servir notre contrat pédagogique, ou bien notre engagement pédagogique. Parce que si on ne connaît pas quelle est la finalité, on la définit selon cet objectif. La règle de droit est un instrument juridique permettant l'établissement et le maintien d'un ordre social, c'est ça? Donc il a une finalité. La finalité de la règle de droit, c'est quoi? C'est l'établissement et le maintien d'un ordre social. Donc on doit comprendre, appliquer et interpréter la règle de droit selon cette finalité. Et c'est ce qui échappe parfois dans certaines jurisprudences et dans certains débats doctrinaux. On retient la règle et on sacralise la règle tout en oubliant pourquoi on a établi cette règle. Et si la finalité sociale de la règle échappe, la règle perd de sa vivacité, perd de son âme. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Je reprends. Si on ne met pas en exergue, si on oublie, on omit de se rappeler pourquoi on a établi cette règle, on aura tendance à oublier la finalité et ça va déformer l'application de la règle. Le mariage des mineurs. Vous connaissez de quoi je parle? Alors la Moudouana, le statut de la famille au Maroc, a adopté des statuts qui interdisent, qui limitent un peu le mariage des filles au moins de 18 ans. Sauf exception. Pourquoi on a établi cette exception? Parce qu'on a supposé qu'il y a des filles qui sont mariées avant 18 ans dans les campagnes, dans les villages lointains, dans le Maroc oublié. Alors on a dit on va donner une dérogation qui permet aux femmes, aux filles qui sont mariées avant 18 ans, selon la définition juridique maintenant,
de régulariser leur mariage à travers des témoignages devant le juge alors normalement l'objectif de la Moudouana, de la famille, de statut de la famille, c'est de limiter le mariage des mineurs. Alors maintenant on a utilisé cette dérogation pour permettre la polygamie. Et on dit, mais attendez, donc il y a une dérogation dans la règle qui permet, alors je vais l'utiliser pour me marier et me permettre de régulariser ce mariage devant le juge en disant, voilà, on est mariés, il a toujours, donc on est mariés, on va faire la procédure de régularisation de mariage. Alors qu'au début, que ce soit pour les mineurs ou non, donc la règle avait pour finalité de limiter la polygamie et de limiter le mariage des mineurs. Là, on a permis cette dérogation de permettre de régulariser donc, le contrat de mariage devant le juge s'il n'est pas écrit au préalable. Alors, en oubliant la finalité de la Moudouana, on va mal interpréter les règles et on va mal appliquer les règles. C'est pourquoi je préfère toujours d'ajouter ce caractère comme caractère déterminant de la règle de droit. La règle de droit a une finalité. Et pour mieux interpréter la règle de droit, pour mieux la comprendre, interpréter, ça veut dire... Oui? S'il vous plaît, s'il y a un terme qui vous échappe, vous m'interpellez. Oui? L'interprétation. Oui, c'est l'effort de comprendre. Oui, en quelque sorte. C'est donner un sens à un terme. Et ça diffère d'explication. Lorsque je dis explication, ça veut dire qu'il y a communément un sens universel qu'il y a lieu de rappeler. Ça, c'est une explication. Expliquez-moi ce que ça veut dire démocratie. Donc, alors, des gens qui ont théorisé le terme, ils l'ont défini ainsi. Alors, je donne l'explication. Mais interpréter, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur le sens et que je vais donner une interprétation, un point de vue, un sens donné. D'accord? Alors, la règle de droit, une règle. Pour comprendre, pour mieux interpréter cette règle, il y a lieu de connaître quels sont ses objectifs, quelle est la finalité sociale de la règle de droit. Alors, retenez que les caractères de la règle de droit, c'est 4 caractéristiques. Donc la règle de droit est générale, la règle de droit est permanente, la règle de droit est obligatoire et la règle de droit a une finalité sociale ou économique. On peut ajouter économique parce que vous allez affronter le code de commerce et des règles du droit commercial et économique. Donc il a une finalité en quelque sorte. Économique ou sociale. D'accord? Alors, ainsi définie et caractérisée, il y a lieu de la distinguer des autres règles de conduite sociale. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? On parle de quoi? On parle de la règle de droit. S'il vous plaît, ça va? Non? Donc, ça passe? Non? Qu'est-ce que c'est qu'une règle de droit? On a dit que c'est un instrument juridique permettant l'établissement et le maintien d'un ordre social. On peut définir autrement, mais j'ai choisi cette définition. Alors, cette règle elle se caractérise et se distingue d'autres règles de conduite sociale. Notre société est gouvernée par haram, hchouma, waïb, c'est ça. Donc, on n'est pas souvent gouverné par interdit par la loi. On est gouverné par d'autres règles. Illicite, c'est immoral, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable, ce n'est pas éthique. Donc là, ce sont des règles aussi. Donc on les appelle les règles de la conduite sociale. Donc, et parmi ces règles, on a la règle de droit. La règle de droit se caractérise par ses caractéristiques. Il est général, il est impersonnel, il est permanent et il est obligatoire. Et a une finalité sociale. Maintenant, essayons de la comparer
avec les autres règles de conduite sociale une par une. Processus d'apprentissage, à savoir une comparaison, donc ça aide aussi à efface. La règle de droit, on a dit qu'il est général, qu'elle est permanente, qu'elle est obligatoire et qu'il a une finalité. Alors, quelles sont les règles de la conduite sociale? Retenons par exemple la règle religieuse. Les mœurs, l'équité et la justice, le conseil, et on va essayer de comparer avec ces différents. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui diffère la règle de droit des autres règles de la règle religieuse? Oui. La règle religieuse, c'est une règle ancienne. La règle de droit est une règle contemporaine. Oui. Oui. C'est une règle permanente. La règle religieuse est une règle permanente. La règle de droit est une règle permanente. Oui. Les deux sont permanents. Oui. La règle religieuse est pragmatique. Et la règle de droit? Oui. Recomposer. Doucement. Donnez des exemples. Évidente. Laquelle? Religieuse ou de droit? Religieuse. La règle de droit, c'est une règle? Oui, si on oppose, on doit opposer. Coercitive. La règle de droit est coercitive. La règle religieuse, elle n'est pas coercitive. La règle religieuse n'est pas obligatoire, dans certains cas. La règle de droit, elle est obligatoire. Les règles religieuses sont inhumaines. La règle de droit est plus humaine. C'est ça ce que vous dites. Alors je reprends seulement. Reprenez, monsieur, s'il vous plaît. La règle de religieuse est rigide, donc elle n'est pas modifiable. Bon, Dieu a dicté la règle une seule fois et ça y est. La règle de droit, elle est en permanence, en évolution, en changement et en amendable. Oui. Alors, essayons maintenant de rationaliser la comparaison. On compare par rapport à quoi? Et retenez l'exercice, s'il vous plaît. Retenez plus les outils que les résultats. Retenez le process que le résultat. Donc, abstraction, en fait, les résultats du savoir, si vous vous appropriez ces outils, ces mécanismes de réflexion, ça serait mission accomplie. Alors, on compare par rapport aux origines, aux objectifs et au caractère. Quelle est l'origine de la règle de droit? Quelle est l'origine de la règle religieuse? Quel est l'objectif de la règle de droit? Quel est l'objectif de la règle religieuse? Quels sont les caractères de la règle de droit et quels sont les caractères de la règle religieuse? Oui? Alors la règle de droit, au niveau de l'origine,
La règle de droit, qui fait la loi? L'État. C'est qui l'État? Oui? Le pouvoir public. C'est qui le pouvoir public? Alors, oui, ça tourne autour des hommes. Ceux qui constituent les autorités publiques, l'État, les pouvoirs législatifs ou exécutifs, ce sont des hommes. Alors c'est l'homme qui crée la règle de droit. La règle de droit est une règle humaine, dans le sens d'origine. Alors la règle religieuse, c'est une règle divine, supposée divine. Bon, si on croit que c'est vraiment le Dieu qui a dicté les règles. Ça dépend. Mais on suppose. Donc, ceux qui disent que c'est la religion, ils disent que c'est un Dieu qui a envoyé à son prophète un ensemble de recommandations qu'il faut appliquer. Donc, au niveau de l'origine, donc la règle de droit est une règle humaine, la règle religieuse c'est une règle divine. Au niveau de la finalité, comment on a défini la règle de droit? C'est un instrument juridique, pourquoi? Pour l'établissement et le maintien d'un ordre social. Mais la règle religieuse, est-ce qu'elle se limite à l'organisation sociale? La règle religieuse, elle outrepasse l'organisation sociale. Elle organise aussi votre vie privée. Donc la règle religieuse, elle a tendance à réglementer votre relation avec vous-même, votre relation avec Dieu, votre relation avec les autres et votre relation avec l'environnement, avec le cosmos. Le prophète, par exemple, nous a recommandé de faire la prière s'il y a un crépuscule. C'est un phénomène en cosmologie qui suscite du croyant une prière. Alors s'il y a, c'est pas le tonnerre, il faut répéter une prière. Alors ça, c'est un phénomène naturel. Donc, général, oui. Donc, mais dans le sens qu'il s'adresse à des situations et à tout le monde. Donc, ça, c'est ce qu'on a donc établi dans la règle générale. Mais elles sont là transcendantes et transversales. Donc, il ne régit pas seulement la vie en société. Il régit aussi votre vie privée. Revenons à à nos racines de la philosophie du droit. On a commencé de dire que le droit est issu de l'humanisme comme mouvement, comme religion, qui suppose que l'homme est libre. Ça veut dire si je suis seul dans une île, je ne suis pas obligé d'avoir une loi. Donc je n'ai pas besoin de droit, oui ou non? Parce que je peux faire ce que je veux, donc je suis libre. Pourquoi je suis obligé de respecter les règles? Pour ne pas empiéter sur la liberté des autres. Ça veut dire c'est supposé que je suis dans une société. Donc la loi n'existe que s'il y a une société. Le droit n'a raison d'exister que s'il y a une vie en société. Mais la religion, il vous dit que non. Vous êtes seul, vous devez faire votre prière. Vous devez respecter un ensemble d'engagements divins. Alors donc, la religion, elle s'immisce dans votre vie personnelle. Même avec vous-même, vous ne devez pas faire et vous avez des obligations. Selon la conception de la religion, oui ou non? Alors là, la règle religieuse, elle ne régit pas seulement la finalité. Ce n'est pas seulement l'organisation sociale, mais aussi individuelle. Et non pas seulement la relation avec les autres, la relation avec Dieu. En droit, on ne croit pas qu'il y a un Dieu. Bon, au moins, on l'écarte. Vous croyez ou vous ne croyez pas, donc ce n'est pas la question droit. On ne se pose même pas la question. Parce que le droit, c'est pour gérer la société, des êtres humains. Point. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, donc ça ne nous concerne pas en droit. Mais la religion, il régit aussi votre relation avec Dieu. Vous devez être respectueux envers Dieu, vous devez appliquer les recommandations de Dieu. Donc, et avec le cosmos aussi. Alors, en droit, l'homme
veut se faire plaisir, il a le droit d'aller faire la chasse. Bon, il a son frigo plein de nourriture, mais il va à la chasse. Pourquoi? Pour s'amuser. En religion, c'est interdit. Tuer pour s'amuser, c'est illicite. Parce qu'on doit préserver la faune et la flore. On a une obligation aussi envers l'environnement. Donc, la religion, elle est un peu plus audacieuse et elle s'immisce dans votre vie personnelle, dans votre vie avec le Dieu et avec le cosmos. Donc, le droit, c'est seulement pour la vie en société. Oui? Donc, les origines, les finalités. Maintenant, les caractéristiques. La règle de droit est une règle obligatoire. La règle religieuse n'est pas obligatoire. Mais à quel niveau? Il n'est pas obligatoire sur le plan de la vie terrestre. Mais si vous péchez, est-ce que vous serez puni ou non? Bon, ça dépend si vous croyez ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors sur le plan social, la société ne va pas châtier, ne va pas sanctionner un comportement religieux ou bien contraire à la religion. Alors là, on peut dire que la règle religieuse n'est pas obligatoire sur le plan social. Donc on ne va pas sanctionner celui qui ne fait pas sa prière. Il le sera lorsqu'il ira chez son Dieu, s'il y croit et s'il existe. D'accord? Alors, le propre donc de la règle de droit à ce niveau, c'est le caractère obligatoire. Sur le plan général, oui. Même les recommandations religieuses, elles sont générales. Tout croyant, tout un chacun, donc on a presque la même structure de généralité. Que vous soyez roi aux pauvres, riches aux pauvres, roi aux disciples, vous devez faire la prière. D'accord? Donc ça c'est général. Elle est permanente, oui. La règle religieuse est aussi, donc elle est même éternelle. On dit qu'on va appliquer la règle religieuse jusqu'à... Mais sur le plan obligatoire, au niveau de la société, on ne va pas sanctionner la non-application de la règle religieuse, mais la règle de droit, oui. Au niveau de la finalité, la règle de droit organise la vie sociale, la règle religieuse s'immisce dans l'organisation bien de la vie personnelle envers Dieu, envers soi et envers les autres et envers le cosmos. Opposons la règle de droit au conseil, par exemple. La règle de droit générale, le conseil est personnel. Un étudiant qui vient me demander, voici mes notes, qu'est-ce que vous me conseillez comme master? Alors si je lui dis par exemple master propriété industrielle commerciale, propriété intellectuelle, ce ne serait pas le même conseil qui sera adapté à notre étudiant qui a des notes inférieures dans les matières concernées. Alors le conseil, il est personnel, il est personnalisé. Alors si vous venez me demander mon conseil, alors je vais vous donner le conseil selon votre situation, selon ce que vous êtes, selon ce que vous pouvez faire. Et ce que je voulais vous donner comme conseil, il n'est pas passible aux autres. Parce qu'ils ont d'autres compétences. Ils ont d'autres objectifs, peut-être. D'accord? Alors le conseil est personnel, la règle de droit est générale. Le jugement est personnel, la règle de droit est générale. Le jugement, le juge a attrapé un voleur, vous êtes passible de 3 mois de prison, d'emprisonnement. Et l'autre, il lui dit 1 an. Mais pourquoi 1 an ici et 3 mois ici? Et le juge a personnalisé la règle. Bon, la loi lui permet de prononcer une sanction entre un seuil minimal et un seuil maximal. Donc, et selon la situation qui se présente, il va décider est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes pour décider la peine minimale ou bien des circonstances aggravantes pour décider la peine maximale. Et le jugement, il sera personnalisé. Donc, juste pour ressouligner la différence entre caractère général et personnel. Bon, le conseil est personnel. Petite parenthèse.
dans l'interprétation. Ça va? Non? Oui? Le conseil. Pour une catégorie, chers étudiants, je vous conseille de travailler avec cette méthode. D'accord. Mais ce serait pour les étudiants en économie, parce que les méthodes, par exemple, en sciences de la médecine, c'est autre chose, c'est l'expérimentation. Oui, il se peut qu'on prononce un conseil général, donc non personnalisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il serait une règle de droit, parce qu'il sera toujours dépourvu du caractère obligatoire. Donc on y revient. On a essayé de faire la différence entre la règle de droit et le conseil sur le plan du caractère général, sur le plan aussi du caractère obligatoire. Alors le conseil, c'est un conseil. Alors si vous ne suivez pas le conseil, j'ai du mal à imaginer que c'est une sanction, donc c'est un conseil. Le conseil, j'ai aussi du mal à voir qu'il est permanent. Parce que je peux vous conseiller une carrière aujourd'hui, mais après, si vous développez des compétences autres et que le marché du travail change de structure, je peux vous conseiller l'opposé, complètement. Alors le conseil n'est pas toujours permanent parce qu'il peut changer selon le changement de la situation. La règle de droit, elle est permanente jusqu'à son abrogation. Oui, bien sûr, si la situation change, on va forcer le changement, donc l'amendement et la modification de la loi. Mais la règle de droit, elle est applicable jusqu'à son abrogation. D'accord? Oui? La règle de droit a une finalité sociale. Le conseil a une finalité personnelle. Alors je vous donne un conseil pour votre propre bien, bien. Oui, si on agit en bonne foi. Oui? Oui? D'accord? La règle de droit et les mœurs. Interdit, illégal, illicite, intimidant. C'est quoi la différence? Personne ne m'interdit de venir en débardeur, bien en short. C'est interdit? Bon, c'est pas interdit. Ah bon, peut-être dans le règlement intérieur c'est pas une règle de droit, dans le règlement intérieur. Mais ce n'est pas, c'est mal vu. Alors cette règle-là qui m'oblige de venir en costume ou bien une cravate, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'est pas une règle de droit. Oui, c'est une règle de droit. Non, c'est pas une règle. Mais on est tous gouvernés par ce genre de règles. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela parce que ça serait mal vu, parce que c'est intimidant, parce que la société ne l'accepte pas. Alors l'ensemble de ces conduites ou bien de ces comportements, de ces obligations soi-disant morales de la société, on appelle les mœurs. Il n'y a pas de mœurs de la société marocaine de ne pas honorer sa parole. Je viendrai à 10h. Oui, bon, pour nous, 10h marocaines. Dans une société, dans une autre société, ben non. Mais c'est très péjoratif, c'est très dénigrant de ne pas honorer son rendez-vous sans s'excuser. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de loi, mais c'est les mœurs de la société. Il est des mœurs de la société de ne pas harceler une fille du quartier. Oui, dans l'adolescence, tout le monde veut pourchasser les... Mais attention, c'est filles du quartier, donc non, donc il faut aller ailleurs. Bon, ça faisait, bon maintenant je ne sais pas est-ce que c'est toujours le cas, mais ça faisait partie un peu des mœurs de la société, donc il ne faut pas faire cela. Donc, se mettre debout pour un vieillard dans un autobus ou bien autre chose. C'est un ensemble de comportements qui nous sont dictés
par la société qui ne se sont pas encore élevés à des règles de droit sanctionnées et obligatoires, mais que nous appliquons. Et si on voit notre vie au quotidien, nous sommes plus sous l'emprise des règles de conduite sociale, des mœurs et de la morale, de l'éthique, que des règles de droit. Oui? D'accord. Bon. Les mœurs aussi changent selon les sociétés. Ce qu'on acceptait à l'époque, on ne l'accepte plus aujourd'hui. Ce qu'on accepte aujourd'hui était vraiment très... Bon, je me rappelais, donc, lorsqu'on était au collège, donc, vraiment le tabarrouj, l'extrême, c'est qu'une fille prend un jean, met un jean. Un jean, c'était vraiment une catastrophe. Parce que tout le monde était en jean là-bas, donc toutes les femmes étaient en jean là-bas. Donc prendre un jean et sortir avec un jean, c'est vraiment signe de débordement. Maintenant, si je veux que ma fille soit... S'il te plaît, change ça, mets un jean et sois correct. Donc, un jean, c'est le plus correct d'avis qu'on peut recommander à une fille d'aujourd'hui. Bon, on change de mœurs, on change de... Mais ça reste que les mœurs, ce sont les... Comment les appelais-je, les recommandations sociales, donc les compromis sociaux donc, et les règles. En plus des mœurs, on peut parler aussi des... Bon, alors, continuons la comparaison. Les mœurs, c'est aussi général. Alors, ce qu'on n'accepte pas pour chacun, on n'accepte pas pour les autres. Donc la société n'accepte pas tel comportement, donc ça serait pour tout le monde. C'est pas parce que c'est un riche ou c'est un pauvre. Permanente, oui, mais ça change doucement à travers les médias, à travers les réseaux sociaux maintenant. On change de culture, on change... Bon, ça a commencé donc avec 2M, donc on a changé. Au moins sur le plan vestimentaire, sur le plan de relations entre les deux sexes. Donc dans les années 80, c'était vraiment très différent des années 90. Donc, avec les médias, on a changé beaucoup de mœurs. Obligatoire, donc les mœurs ne sont pas obligatoires. C'est juste une intimidation, il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de contrainte pour ne pas se mettre en vie. La finalité, c'est de conserver la cohésion sociale et non pas l'ordre. On ne cherche pas maintenant un ordre, on cherche une cohésion, une acceptation, une estime dans la société. Donc la finalité de respect des mœurs, donc c'est une cohésion sociale plutôt qu'un ordre social. Et je souligne la différence, s'il vous plaît. Notre première règle lors de la première séance. Il n'y a pas de synonymie. D'accord? Alors, ici, vous retenez juste ce conseil. Chaque terme a une spécificité. Et il faut l'utiliser dans cette spécificité. Lorsque je dis ordre, c'est un concept. La règle de droit cherche l'ordre. Il peut y avoir des injustices dans l'ordre. Il peut y avoir des dérogations aux mœurs dans l'ordre. D'accord? L'ordre, c'est ainsi. Oui. On rejoint, par exemple, le service militaire obligatoire. Vous avez des convictions personnelles religieuses. On ne va pas faire de discrimination entre les soldats. Tout le monde doit être en jupe. Alors, vous devez changer de votre aspect vestimentaire parce que l'ordre veut qu'on soit tous pareils. D'accord? Souvent, donc, je donne un exemple, j'illustre un exemple. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous sortez. Vous quittez l'amphi. Attendez, c'est juste un exemple. Alors, ça peut paraître injuste. Parce que ce n'est pas très flagrant de parler à sa camarade. Mais l'ordre suscite
un comportement sanctionnateur. Alors, l'ordre n'est pas toujours conciliable avec la justice. Donc, je rigole, hein. Donc, c'est juste un exemple. Alors, c'est injuste, mais ça établit l'ordre. C'est pourquoi on dit vaut mieux un ordre, une injustice qu'un désordre. Alors, parfois, il faut être injuste, mais l'ordre, c'est l'ordre. Donc, vaut mieux, retenez l'adage. C'est une maxime en droit. Vaut mieux une injustice qu'un désordre. Écrivez. Il vaut mieux une injustice qu'un désordre. Vaut mieux une injustice qu'un désordre. D'accord? Et là, on est en train de comparer la règle de droit avec la règle de justice et d'équité. Alors, la justice, elle est personnelle. Ce n'est pas juste. Il n'a rien fait, il a volé du pain pour manger. Il a chopé, donc on lui a sanctionné, donc 3 mois, 1 an d'emprisonnement. Mais pour la loi, voler, c'est voler. Un vol, c'est un vol. Il est qualifié comme vol, donc c'est un vol. Ah, mais c'est injuste. Alors, l'ordre suscite qu'il y ait des règles générales contraignantes pour toutes les situations juridiques. Alors, le juge, il peut décider non seulement d'écarter la règle, mais de décider la sanction la plus atténuée. Donc, mais il ne peut pas lui dire vous êtes innocent parce que vous avez volé pour manger. Non. L'ordre, c'est donc ainsi. Alors, il y a donc des règles de justice et d'équité. Alors, celui qui a volé 1 milliard, 1 an, et celui qui a volé un poulet, 1 an d'emprisonnement. Ce n'est pas équitable. Mais pour la loi, donc, on doit avoir une même règle. Peut-être, on peut repenser une proportionnalité de la sanction, mais un vol, il est qualifié comme étant un vol, abstraction faite de la valeur de la chose volée. Alors, celui qui a volé 1 milliard, c'est 1 an d'emprisonnement. Celui qui a volé de quoi manger, 1 an d'emprisonnement. Ça ne paraît pas équitable. Donc, entre équité et règle de droit, donc il y a des différences. L'équité, la justice ou l'équité, il est personnel. La règle de droit, c'est une règle générale. Donc, en examinant la situation, qu'on peut dire que c'est juste ou n'est pas juste, est-ce que c'est équitable ou n'est pas équitable. Ce n'est pas le cas pour la règle de droit. Alors l'équité, c'est un principe abstrait aussi, donc permanent, mais ça peut changer à travers les situations juridiques. Donc la règle de droit, elle est permanente jusqu'à son abrogation. La règle de justice, on n'a pas d'obligation. On a une recommandation au juge de juger selon la loi et d'interpréter selon les règles de la justice. Mais ce n'est pas obligatoire. Je reviens à notre exemple. Le juge qui va... Donc c'est bon, il peut s'y arriver qu'un même magistrat, même juge, décide de 1 an d'emprisonnement pour celui qui a volé 1 milliard de dirhams et 1 an d'emprisonnement pour celui qui a volé les poulets de son voisin. Il voit que c'est injuste. Ce n'est pas équitable lorsqu'on évalue. Donc, mais c'est ce que dit la loi. Le vol, c'est 1 an d'emprisonnement. Bon, peut-être... s'il y a une obscurité dans le texte ou bien il y a lieu d'absence de texte, le juge peut se référer à ces règles de justice et d'équité pour décider du litige ou bien de l'affaire. D'accord? Bon, on a comparé donc, avec la religion, avec les lois, avec l'équité, le conseil. Il y a lieu de discuter certains adages, certaines maximes en droit. Alors, des maximes, ça veut dire
l'équivalent de proverbe. En prose ou bien en rhétorique, on parle de... Alors, ce sont des maximes, des résumés de règles de droit. Par exemple, on a parlé... vaut mieux une injustice qu'un désordre. Vous l'avez compris, celle-là? Vaut mieux une injustice qu'un désordre. Nul n'est censé ignorer la loi. Notez. On retient celle-là. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. لا يعذر أحد بجهله القانون. Nul, aucune personne, n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire, par un raisonnement à contrario, vous êtes censé connaître la loi. Vous connaissez le raisonnement contrario? Les techniques de raisonnement? S'il vous plaît, ce sont des choses que vous utilisez au quotidien. On essaie seulement de leur donner de nomenclature. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette maxime? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire vous ne pouvez pas dire au juge « Ah, je ne connaissais pas, que c'est interdit de passer au feu rouge ». Pourquoi on le dit? Est-ce que vous connaissez les lois? Ben non. Et pourtant, on vous dit que vous êtes censé connaître les lois. C'est injuste, non? Même moi, je ne connais pas toutes les lois. Je suis professeur de droit, ça fait, je ne sais pas combien d'années, 18 ans que j'étudie le droit, mais je ne connais pas les lois. Impossible. Bon. Mais on suppose que vous êtes supposé connaître la loi. Bon. 1, on va parler du raisonnement, et 2, on va parler du propos. Alors, question de méthode et question de savoir. Ça m'intéresse aussi de connaître ce raisonnement à contrario. On dit le raisonnement à contrario, a priori et à contrario. Lorsque je vous dis c'est une façon de réfléchir. On raisonne a priori ou bien à contrario. Ce que je vous dis par exemple, les étudiants qui ont 12 de moyenne doivent passer le rattrapage. A priori, ceux qui ont 6. Non? Vous l'avez compris ou non? Bon. Les étudiants, retenez les propos seulement. Les étudiants qui ont 12 de moyenne doivent passer le rattrapage. C'est compris? Ceux qui ont 6, à votre avis? Non. Mais si vous avez 12, que vous devez passer le rattrapage. Si vous avez 6 sur 20. Donc, a priori, ceux qui ont 6 sur 20. Ça veut dire, on l'a compris, mais on ne l'a pas dit. Donc, c'est ce qu'on appelle a priori
Donc c'est un raisonnement a priori, parce qu'on fait une généralisation. Si 12 de moyens n'est pas satisfaisante pour le professeur, ça veut dire 10 en l'occurrence, ça veut dire 7 en l'occurrence, 8 en l'occurrence, ça veut dire tous les étudiants qui ont moins de 12 doivent passer le rattrapage. Mais si on retient seulement les propos, les étudiants qui ont 12 de moyens doivent passer le rattrapage, ça veut dire celui qui a 7, il dit « Oh, merci, Dieu merci, je n'ai pas 12 ». Mais alors cette réflexion, on l'appelle le raisonnement a priori. Donc, a priori, ceux qui ont moins de 12. Même si la loi ne le dit pas expressément. Le contraire, c'est a contrario. Si je vous dis une confirmation, donc ça veut dire son opposé est une négation. Ça, c'est une façon de raisonner qui n'est pas toujours valable. Nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire, à contrario, vous êtes censé connaître la loi. On ne l'a pas dit ainsi, on a dit que vous n'êtes censé, qu'aucune personne n'est censée ignorer la loi. On n'a pas confirmé, on a nié. Mais par raisonnement à contrario, on doit dire que tout citoyen est censé connaître la loi. Ça, c'est le raisonnement, le résultat d'un raisonnement qu'on appelle le raisonnement a contrario. Alors les propos, nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire vous ne pouvez pas prétendre ou bien avancer l'ignorance pour échapper à l'application de la règle de droit. Pourquoi on le dit? Parce qu'on suppose qu'on a publié la loi et que si vous êtes dans une situation juridique, vous êtes obligé d'aller chercher la loi qui l'encadre. Vous êtes commerçant, donc vous devez connaître le code commerce. Vous voulez vous marier, vous devez aller chercher quelles sont les obligations et lire le droit de la famille. Et on vous dit, l'État a fait son devoir. Il a publié les lois gratuitement au bulletin officiel. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas allé les chercher. Donc, c'est de votre faute si vous ignorez la loi, parce qu'elle est là, maintenant c'est plus concret. Sur le site du Aman al-Amma, donc secrétariat du gouvernement, on a toutes les lois. Vous voulez travailler dans un secteur, vous pouvez télécharger directement d'un clic de doigt donc la loi et la lire et la comprendre. Ce n'est pas accessible, je sais que c'est pas facile de lire et comprendre une loi, mais on vous dit voilà, on a fait ce qu'il faut, les lois sont publiées gratuitement au bulletin officiel et sont maintenant au site du gouvernement. Donc, vous êtes censé les connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, deuxième maxime, nul ne peut se faire justice lui-même. Comment? Pourquoi? La légitime défense. Oui. S'il vous plaît. Une très bonne question. Donc, vous avez compris d'abord, nul ne peut se faire justice lui-même. Vous ne pouvez pas vous-même aller se faire justice. Donc, vous êtes un citoyen, l'autre est un citoyen, il faut aller auprès d'une tierce personne supposée impartiale et indépendante, la magistrature, donc les juridictions, pour trancher le litige. Mais là, votre camarade a rapporté un contre-exemple. La légitime défense. Je me défends et la loi me légitime cette défense. Alors je peux me défendre en combattant un cambrioleur et c'est permis. Donc ça ne contredit pas l'adage. Parce que c'est la loi qui m'a permis de me défendre légitimement. Et on l'appelle légitime défense parce que la loi l'a permis. Donc c'est la loi qui m'a permis de se défendre. Sinon, je ne peux pas me faire justice moi-même. Et elle me l'a permis dans des conditions précises par la loi. Si j'outrepasse l'effort de se défendre
pour attaquer, je serai sanctionné. Et on va évaluer cette légitime défense à travers la proportionnalité de l'attaque présumée et la défense. Il voulait me cracher dessus et je l'ai tué. Donc ce n'est pas une légitime défense. Parce qu'il n'y a pas une proportionnalité entre l'acte et la riposte. Alors la légitime défense, c'est la loi. Donc ce n'est pas donc, une justice personnelle. Donc je ne me suis pas fait justice moi-même, non. Je suis en application de la loi qui me permet, au cas où je me suis menacé dans ma vie, de me défendre. D'accord? J'ai répondu, monsieur. Alors, nul ne peut se faire justice lui-même, ça veut dire, vous ne pouvez pas dire, ah, il m'a pris mon argent, donc je vais prendre son ordinateur. Il me rend mon argent, je lui rends son ordinateur. Lui, il serait rusé, il va porter plainte. Il va amener la facture de l'ordinateur et vous serez sanctionné pour vol. Ah non, non, j'ai mon argent, donc il faut aller devant le tribunal pour recommander votre argent. Maintenant, vous serez doublement sanctionné. Restituer l'ordinateur et emprisonnement pour vol. Nul ne peut se faire justice lui-même. D'accord? Donc, on en a parlé, vaut mieux une injustice qu'un désordre. D'autres maximes, c'est pas donc en procédure on dit le pénal tient le civil en l'état, on dit un ensemble de maximes, donc ça m'échappe. On rapportera plus d'exemples donc désormais. Alors, récapitulons un peu. L'humanisme, c'est un courant qui est venu pour libérer l'homme de l'emprise de la religion en replaçant au centre d'intérêt l'homme, la raison. On a supposé que l'homme est libre et qu'il vit pour exercer ses libertés. C'est pourquoi la Constitution commence par les libertés essentielles. Et pour jouir de ces droits, les prérogatives, le droit subjectif, et c'est cela qui justifie dans une société l'établissement d'un ensemble de règles qui nous permettront de mieux jouir de nos droits et de mieux exercer nos libertés. D'accord ? Alors les règles de droit donc sont des instruments juridiques pour l'établissement et le maintien d'un ordre social. Ces règles de droit sont caractérisées par, donc ils ont un caractère général, ils s'adressent à des situations juridiques et non pas à des personnes déterminées. La règle de droit est permanente et a tendance à s'appliquer dans le temps. La règle de droit est obligatoire, donc c'est une recommandation, c'est une obligation, c'est un commandement assorti d'une sanction. Et le propre de la règle de droit, c'est la sanction. On va y revenir à la sanction. La règle de droit a une finalité sociale, et c'est intéressant d'ajouter ce caractère qu'on ne retrouve pas chez plusieurs auteurs, parce que c'est à travers cette finalité qu'on peut analyser, interpréter, mieux comprendre la règle de droit. Maintenant, la sanction en règle de droit, qui est le propre de la règle de droit, elle est de différentes sortes, donc bien catégories. On a des sanctions civiles et des sanctions pénales. Selon la distinction entre droit civil et droit pénal. On peut ajouter des sanctions administratives, on peut ajouter des sanctions économiques, on peut ajouter, en sciences politiques, on parle des sanctions économiques sur l'Iran par exemple. Alors, les sanctions peuvent être de différentes sortes, donc on va se limiter à parler des sanctions civiles et des sanctions pénales. Qu'est-ce qu'on entend dire par sanctions civiles et sanctions pénales? Alors la sanction civile, c'est celle qui sanctionne le comportement des citoyens dans leurs relations entre eux. Pour mieux expliquer,
il y a lieu de parler des actes civils. Je veux une règle, je vous donne de l'argent, vous me donnez la règle. Ça c'est un acte, ça c'est un contrat. D'accord? Moi je veux m'approprier la règle parce que je veux exercer mes droits d'enseignement à travers cet objet. D'accord? Alors, la sanction, la pire sanction qui peut arriver, c'est quoi? C'est que ce contrat soit annulé. Si on annule, j'ai acheté une voiture et je me retrouve que ce n'est pas votre voiture. C'est la pire des sanctions. C'est l'annulation des contrats civils qu'on conclut. Alors là, on parle de ce genre de sanctions comme étant des sanctions civiles. Ça veut dire, donc, comment sanctionner un comportement civil contraire à la loi. Je veux acheter un appartement, un immobilier titré. La loi m'oblige, pour acheter un immeuble, immeuble ça veut dire terrain, appartement, maison, pour les distinguer du meuble. Le meuble, donc tout ce qui est meuble, voiture, fauteuil, bureau, autre. Pour acheter un immeuble titré, donc ça veut dire inscrit, enregistré à la conservation foncière, la loi, le droit, m'oblige de le faire devant un notaire. Ça veut dire à travers un acte authentique. On l'appelle ainsi, un acte authentique. Ça, c'est une obligation, ça, c'est une règle de droit. Maintenant, je ne l'ai pas fait. Je suis allé donc chez le propriétaire, je lui ai dit, vous vendez votre appartement? Oui, d'accord, combien? 600 000 dirhams. Ben tenez, voici un chèque de 600 000 dirhams, vous m'écrivez que vous m'avez vendu. Alors, j'ai un papier écrit, signé par le propriétaire qu'il m'a vendu son appartement 600 000 dirhams. Très bien, il m'a donné les clés, je suis dans la maison, tranquille. Un jour, quelqu'un tape à la porte, monsieur, j'ai acheté l'appartement, veuillez sortir. Ben non, je l'ai acheté moi. Voici le document. Eh bien, ce document, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que vous avez violé une règle dans la loi qui vous oblige de souscrire tout contrat d'un immeuble inscrit à la conservation foncière à travers un acte authentique. Est-ce que vous l'avez enregistré? Ben non, je ne l'ai pas enregistré. Donc, votre contrat est nul. C'est une grave sanction. Alors, ce genre de sanctions, on les appelle les sanctions civiles. D'accord? Bon. J'ai volé la voiture de monsieur. Bon, il a fait l'enquête, on l'a... Je lui ai restitué la voiture. Mais il m'a dit, monsieur, désolé. Pendant cette semaine-là, j'ai dû louer une voiture, donc vous devez me payer. Vous avez commis une erreur. Ah, d'accord. Donc il doit me dédommager sur le dommage que j'ai subi à cause de son acte. En plus de ça, ça c'est la sanction civile. Le fait de me payer les frais, tous les frais que j'ai engendrés pendant cette semaine où il a pris la voiture illégalement. En plus de ça, il sera puni pénalement à travers une sanction d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement porté atteinte à la personne propriétaire de la voiture, mais il a porté atteinte à l'ordre social. Elle a créé une zizanie dans la société, elle a perturbé l'ordre social, donc il sera sanctionné pénalement. Et là, on parle des sanctions pénales. Les sanctions concernent les infractions contre l'ordre social. Sanctions civiles, c'est les sanctions qui concernent les actes civils, par leur nullité, par leur entachement ou autre. Donc la sanction, il a un sens large. Sanctionner, c'est pas seulement châtier corporellement, c'est pas seulement emprisonnement. La sanction peut être de différentes manières civiles. Donc on a parlé de deux catégories, sanctions civiles et sanctions pénales. Alors la
La séance prochaine, on va parler des branches de la règle de droit ou bien des matières de la règle de droit. Oui? S'il vous plaît, un instant, encore une fois. Oui? L'humanisme, c'est? Oui.